Si vous voulez, on va commencer. En fait, on va continuer, je devrais dire, par rapport à ce qu'on a discuté la semaine passée. On va continuer à parler un petit peu de gouvernance, mais mettre ça dans un contexte particulier qui est ce qu'on appelle la gestion de risque. La gestion de risque, c'est ce que moi j'enseigne à l'université. C'est mon sujet de doctorat, plus précisément. Mais on va parler de... Moi, je fais surtout de la gestion de risque dans le domaine des technologies. Donc, en particulier, tout ce qui est informatique, si vous voulez, ça va au sens plus simple. Ici, on va parler au sens plus large de gestion de risque dans un contexte de gouvernance. Donc, au niveau des obligations et devoirs qu'ont les dirigeants d'une organisation d'agir, entre guillemets, en bon père de famille, hein, l'expression consacrée. Donc, un bon père de famille, ben, en quelque part, quand ça prend des décisions, ça va tenir compte des conséquences des décisions qu'il prend. C'est moi qui entends quelque chose qui sent. Mais non, c'est parce que je l'ai fermé. Ah, j'avais ok. oublié de le fermer. Ça tient compte des conséquences possibles et de l'impact que ça peut avoir sur sa famille, sur ses enfants, quand ça prend une décision. Donc, c'est un petit peu la gouvernance dans ce contexte-là. Si vous voulez, on va juste rapidement revenir sur ce qu'on avait fait la semaine dernière, c'est-à-dire on avait parlé des définitions qu'on se donnait de l'éthique. Puis j'aimerais ça peut-être qu'on reparle un petit peu de nos définitions d'éthique, puis qu'on les compare, notre définition cette semaine avec notre définition de la semaine passée, juste pour voir si la discussion qu'on a eue, les présentations qu'on a eues la semaine passée, si ça nous a amené peut-être à changer un petit peu notre point de vue ou à faire évoluer un petit peu notre point de vue par rapport à ce que c'est l'éthique. Ça vous va? Donc, j'ai gardé la feuille et je l'ai cachée de ce qu'on a dit la semaine passée. Fait que si vous voulez, on va refaire un tour de table. On va commencer par toi cette fois-ci. Oui? Mais tu dois avoir quand même une idée. Tu étais là la semaine passée, tu ne dormais pas? Non, non. Il avait dit qu'il C'est parce que comme il avait parlé le dernier, il avait dit qu'il était d'accord avec ce que tout le monde avait dit. Mais pour toi, si tu avais à donner une définition, il n'y a pas de mauvaise réponse, c'est pas une question d'examen. Qu'est-ce que ça représenterait pour toi l'éthique? C'est la première fois que j'entendais parler de ça. OK. Mais as-tu retenu quelque chose en particulier? Non? J'insisterai pas, là. On va passer au prochain. On va revenir à toi à la fin. Pense-y. OK. Moi, ça reste la même chose. C'est une ligne de conduite pour moi. Ligne de conduite. Mais la seule chose qui a changé, c'est qu'on avait parlé d'euthanasie. Oui, oui. Puis pour moi, toute forme de ôter la vie, on n'a pas le droit de toucher la vie pour moi. Donc, entre guillemets, Ces choses-là, pour moi, c'est en dehors de ma ligne de conduite. donc le respect de la vie Oh, ou le respect de l'autre. de l'autre, c'est ça. On n'a pas le droit de toucher à la vie, quelle que soit la forme. Mais ça, le fait que c'est le respect de la vie qui fait partie de votre définition de l'éthique, hein? Mais là, vous allez une étape plus loin, dire, puis moi, ma valeur à moi, ma croyance à moi, moi je suis opposé à ça. Oui, oui, oui. Mais fondamentalement, ce que vous donnez comme définition, c'est le respect, entre guillemets, de la vie, le respect des autres, le respect des droits, finalement, des autres. Tout ce qui touche à la vie. OK, à la vie en particulier. Donc, on insiste sur la vie. Moi, j'avais dit que tu n'écrases pas une araignée. Hein? Est-ce que tu écrases une araignée? Oh, oui. Mais de l'humain, sous-entend On parle la vie de- humaine. C'est correct. Bon, Oui. je savais qu'elle savait. Ouais. Moi, j'avais parlé du code de règles. Ce que j'ajouterais cette semaine, c'est que ces codes-là dépendent de valeurs communes. Code Et, basé oui, sur des valeurs valeurs communes. communes. Donc, on Code, disait- en parenthèse, règles, principes. On a parlé de morale, mais la morale, à mon sens, elle se définit selon des valeurs.
OK. commune Donc, à, basé soit sur les à la valeurs. société, soit au l'organisme, soit au gouvernement. Mais je pense que ces codes-là, ces règles-là vont changer selon les valeurs communes au groupe. Oui, selon les valeurs communes. Selon. Donc déjà, finalement, ta définition, c'est précisé C'est ça. dans ta tête, en tout cas. Avec... Exactement. Bon, ben, merveilleux. Colette? Moi, je n'étais pas au cours la semaine passée. Mais que ça représente quoi pour toi l'éthique? Disons, je ne donnerai pas de définition, mais moi, éthique, là, dans ma tête, c'est valeurs individuelles versus contre les valeurs de groupe. OK. Donc, l'individuel versus le collectif. Ouais. Je vais mettre une étoile pour s'assurer que toi, tu n'étais pas là la semaine passée. OK. Moi non plus, je n'étais pas là. Mais moi, l'éthique, c'est faire respecter mes valeurs tout en étant capable de respecter les valeurs des autres. OK. Même Donc, si on n'est respect pas des d'accord. valeurs de mes valeurs, moi, Fait que, versus l'autre. ouais. Donc, un peu comme ce que Colette a dit. finalement. Moi, c'est dans le sens de conflictuel. Oui. Ou d'éviter peut-être le conflit. C'est con. Ou c'est quand il y a un conflit Moi, entre dans les ma valeurs tête, à c'est- moi et les valeurs de l'autre. Moi, dans ma tête, éthique, c'est toujours un conflit entre les valeurs individuelles et les valeurs collectives. OK. Vous n'étiez pas là, je crois, la semaine dernière. Non, mais c'est mon fait plaisir de donner mon opinion. Oui, Juste pour situer, mon nom c'est Liane, puis je demeure dans RCS. Mais j'aime beaucoup au Sénégal. Ben, pour moi, l'éthique, je pense, c'est contrairement à ce que tout le monde a dit, pour moi, c'est une question de justice, peu importe nos valeurs. Justice. Peu importe les valeurs. Ouais. OK. Ah, mais moi, j'avais illustré ça avec des cadres. C'est un encadrement, mais moi, je voyais ça un petit peu comme un encadrement, l'encadrement du Québec n'est pas celui d'ailleurs, mettons, comme... Et donc, social. Oui. L'encadrement des valeurs sociales, mettons. Ouais, fait qu'on n'a pas toutes les mêmes... ça prend pas toute la même direction pour tout le monde. Là. OK. Tu sais, fait que, mais moi, je cadre quand même bien au Québec, mais... Mais c'est des valeurs partagées par un groupe. ouais, mais ça se discute aussi, parce qu'une valeur, c'est pas coulé dans le ciment non plus. Tu sais? Donc, il y a une certaine variabilité. Wow, il peut y avoir des... Mais il y a un certain consensus aussi au niveau social. Oui, parce que regarde, quand on a parlé du suicide, là, oh, regardons ça, tout à coup, c'est ça, quand que je dis aux femmes, êtes-vous féministes? Oui, il y en a c'est oui, il y en a c'est non, puis il y en a c'est ben, quand je suis en circonstances de réaction, ben des fois, oui, je me qualifie comme ça, puis des fois non, tu sais, fait que c'est ça, finalement, à un moment donné, jusqu'à temps qu'il t'arrive quelque chose, tu peux bien être dans ce cadre-là, puis à un moment donné, il faut que tu changes de cadre parce que le subjectif prend le dessus un peu aussi. L'influence dans le Tu sais, cadre. puis, Mais comme par exemple l'euthanasie qu'on a Absolument. parlé, puis c'est si sûr que si tu ne l'as pas vécu personnellement, Ben, c'est c'est- facile d'avoir une opinion allez, de l'autre côté de la médaille. théorique, mais si ça t'est arrivé à toi ou à C'est quelqu'un de tout un très autre proche affaire. de toi, tu sais, que tu as vu souffrir, puis tu Oh, dis, mon oui. Dieu, peut-être que... C'est tout un autre Ou histoire. comme l'avortement, tu sais, c'est facile non. d'être contre Alors, c'est ça, l'avortement. mais si on a... Mais on- si ta petite fille de 16 ans se fait violer et elle tombe enceinte, ton opinion va peut-être être Je vais te différente. donner un bon exemple. Regarde, mon fils qui est déficient intellectuel, bon, il avait 17 ans, puis tu sais, on se parle ouvertement chez nous. Puis lui, il disait, moi, j'en veux pas de bébé, puis je veux pas une blonde, parce qu'il énumérait toutes les bonnes raisons. Il voulait pas lâcher du Nintendo, en tout cas, c'était une petite raison à lui. Ben oui. Il voulait bon. Puis là, moi, je dis, ben, je vais en profiter, saisir ça, de la façon qu'il pense, pour faire faire la vasectomie. Parce que moi, je disais, bon sang de bon sang. La société, elle a sur les bras des personnes, en tout cas, sont même pas pour faire avec ça. Bon, ça, c'est à mon point de vue. Fait que je m'en vais dans le bureau du pédopsychiatre de l'hôpital de Rosemont. Puis mon fils souffre d'anxiété. Fait qu'il voulait pas y aller tout seul. Fait que, mais mon frère y allait. Fait que mon frère, il dit, je vais l'amener avec moi. Je vais faire l'introduction. Je vais l'amener avec moi. Le docteur était prêt à lui faire la vasectomie.
Dans le bureau du psychiatre, le psychiatre, il dit qu'est-ce que vous avez décidé pour votre fils, madame? Bon, là, c'était un gros conflit, là. Oui. Mais moi, j'ai dit que j'ai dit au psychiatre, si mon fils sera enceinte de mon fils, si ta fille sera enceinte de mon fils, t'as ferais avorter ta fille? Ou tu serais contente qu'elle ait un père déficient intellectuel? Et je l'ai bloqué. Il m'a pas répondu. Ben, c'est ça. Il était quoi dans mes bottines? Comprends-tu? C'est ça, oui, oui. Fait que qui mange la chenoute, tu sais. Ben là, finalement, il n'a pas eu sa vasectomie, mais il veut pas plus de femmes, il veut pas plus de maris. Fait que ça rentre avec ses petites pitounes sur le mur, puis ça va décliner. Je me signe pas avec ça, là. Tu sais? Non, non. Fait que c'est quand on est dans ces bottines-là, c'est là que, oh, des fois, là. C'est quand les autres décident de nos valeurs individuelles, qu'on devrait avoir des valeurs, cette sorte de valeurs-là. Dans ton cas, le psychiatre, il aurait voulu peut-être ses valeurs à lui. Mais comme le bon père de famille. Tu sais, c'est comme. C'est Ouais, bon. père de famille. Non, mais c'est comme l'avortement, c'est comme c'est l'autre qui l'euthanasie. C'est exactement ça, c'est la même chose. En théorie, tu sais, en théorie, tu te donnes des lignes de conduite, tu veux respecter l'autre, tu veux respecter la vie, puis, mais ça reste, entre guillemets, la théorie, jusqu'au moment où les choses de la vie font qu'il faut que tu prennes une décision, puis que là, à un moment donné, la réalité de la vie peut devenir en contradiction avec tes valeurs. Souvent. Hein? Puis comme individu, tu as la possibilité de faire un choix, mais ce qui est important, c'est que ce choix-là soit libre et éclairé. Oui. Que tu aies l'information, que tu as tous les outils en main pour être en mesure de prendre une décision, ce qui n'est pas toujours le cas. Hein? Que ce soit Mais ton on choix. choisit. C'est ça. Puis si on met ça dans un contexte, parce que nous, on s'intéresse aux entreprises, il y a un type d'organisation particulier, des organisations de nature, entre guillemets, commerciale. Une entreprise n'a pas nécessairement le sens moral que toi, tu peux avoir. Ben non. Parce qu'une entreprise, des fois, peut être motivée par des objectifs de profit. Hein? Surtout aujourd'hui, de profit à relativement court terme. On a tendance à penser un trimestre à la fois, parce qu'il faut qu'on donne des rendements à nos actionnaire. Puis qu'une entreprise ne va pas nécessairement avoir le même sens moral Mais il peut pas. ou la même capacité que toi tu peux avoir. C'est à toi, Richard. Non, pas de morale. Moi, juste un commentaire sur l'entreprise. C'est pas que l'entreprise peut être motivée par le profit. C'est la définition d'une entreprise. C'est son but. Oui. Ouais. L'entreprise, son but, c'est d'affaire de profit. Et voilà. C'est son essence même. Il n'y a pas d'éthique C'est dans Voilà, clair. la semaine passée, je parlais d'éthique dans un sens hyper large parce que je l'ai dit, c'est une réflexion sur l'univers. Oui, oui. En fait, c'est d'enlever. On va parler de jardin la semaine prochaine, Oui. d'astrophysique à un moment donné. C'est un peu ce qu'aujourd'hui on est rendu, où la matière elle-même, la vie, peut réfléchir sur elle, découvrir des lois naturelles, découvrir des lois biologiques. À mon sens, l'éthique, c'est peut-être que la matière se rend compte qu'elle a une responsabilité, un respect devant ça. OK. Donc, responsabilité. La responsabilité des lois naturelles, des lois biologiques. Quand c'est plus clair, j'ai essayé de réfléchir beaucoup cette semaine pour arriver à une définition plus précise, plus. Oui, oui. Puis je ne parviens pas, à mon sens. Souvent, quand on parle d'éthique, on ne parle pas d'éthique, on parle d'idéologie. C'est de la confrontation, c'est l'idéologie, puis c'est l'éthique au bout du fusil. Je suis d'accord avec Richard. C'est elle qui remporte. Je suis bien d'accord avec lui. Idéologie, entre guillemets, comme étant le contraire, finalement. Mais c'est de la confrontation. C'est comme le contraire de l'idéologie, finalement, l'éthique. Ça revient à dire ce que je disais, Ouais, c'est un ouais, conflit. ouais, ils sont là. L'individu, OK. il est conflit, c'est Tu veux une ajouter confrontation. quelque chose? C'est bon? avec c'est ça. Ça reste là le fait. Fait que si on revient juste à ce qu'on avait dit la semaine dernière, on a parlé donc de technocratique, de morale, à métaphysique, religion, de règles, de codes, donc ça on est revenu là-dessus. Des limites contre l'abus, de l'encadrement, de lignes de conduite, de réflexion sur l'univers, comme tu l'as dit, respect des lois naturelles, humanisme, enjeux politiques dans tous les domaines. Donc, en tout cas, je pense que
on s'est au moins un petit peu précisé dans notre tête, un petit peu par rapport à notre définition. Hein? On est plus, en fait, je dirais qu'on est finalement dans trois grands aspects, des lignes de conduite qui nous aident, ou un code, hein, qui nous aide à respecter l'autre, à respecter la vie, à respecter des lois, ce qu'on appelle les lois naturelles. Et en prenant dans la balance des aspects d'individuel versus du collectif, des idéaux de justice, hein, de valeur sociale. Je pense que déjà, on s'est peut-être un peu précisé dans le sens qu'on a peut-être une meilleure définition, une meilleure idée d'une définition qu'on est capable de mettre peut-être plus dans un contexte par rapport à ce qu'on disait, à ce qu'on parlait la semaine dernière. Si on passe aux définitions théoriques qu'on a vues, ben, je pense que ça correspond quand même assez bien. Oui, est-ce que tu parles d'éthique dans les entreprises? Ben là, là, pour l'instant, on parlait d'éthique au sens large. Au sens large. Okay. Au sens large, au sens, si tu veux, au sens plutôt philosophique, où on s'était donné quelques définitions. Bon, on avait parlé de morale en disant que ça c'était très très haut niveau, parce que si vous vous souvenez du petit schéma, j'ai gardé celui-là ici. Là en haut, on avait la morale, en dessous l'éthique, puis en dessous de ça la déontologie puis la gouvernance, qui sont comme finalement de l'éthique appliquée d'une certaine façon. L'éthique appliquée, c'est-à-dire la déontologie, ce qu'on disait qui était une application de l'éthique au niveau d'organisation, de regroupement d'individus, comme des avocats, des médecins, des ingénieurs, des infirmières. Tous les ordres professionnels régis par le Code des professions ont tous un code de déontologie. Ça, c'est des règles d'éthique appliquées à un domaine particulier où ça va nous aider, ça va aider les professionnels à prendre certaines décisions. Parce que des fois, ce n'est pas toujours noir et blanc. Hein? En médecine, par exemple, ce n'est pas toujours noir et blanc l'impact d'un médicament ou d'un traitement, les effets négatifs versus les bénéfices que ça va donner aux patients. Le code de déontologie est là pour un petit peu encadrer la profession. Bon, on dit protéger le public. Il y a peut-être un débat à est-ce que c'est protéger le public ou protéger les médecins, par exemple, dans le code de déontologie des médecins, mais c'est un peu des deux, finalement. C'est un petit peu des deux. Mais c'est de l'éthique appliquée. Versus l'éthique philosophique, hein? C'est-à-dire la branche de la philosophie qui étudie les fondements des mœurs et de la morale. Ça, c'est de l'éthique vraiment au niveau théorique, l'éthique pratiquée par les philosophes. Donc, ce qui est à haut niveau, nous, ce qui nous intéresse, c'est plutôt l'éthique appliquée aux entreprises, c'est-à-dire ce qu'on appelle la gouvernance, qui est de se donner, ce qui est de donner aux entreprises, d'une certaine façon, comme on a parlé, des codes de conduite, hein? Des codes de conduite ou une ligne de conduite basée sur des valeurs communes. Évidemment, dans un contexte d'entreprise, il faut entendre les valeurs communes aux propriétaires de l'entreprise, pas nécessairement à l'ensemble des employés, qui sont souvent plutôt des exécutants que des décideurs. Mais comme l'action individuelle, les gestes qui sont posés dans le quotidien sont posés par les employés, bien, ça leur donne des règles par lesquelles, quand il y a un questionnement à savoir quelle décision on devrait prendre, bien, ça leur donne un peu une ligne directrice sur dans quel sens ils devraient plutôt chercher à donner à leur décision. Donc, par exemple, une entreprise qui va se donner, dans son cadre de gouvernance, de respecter sa clientèle, hein? Ça, c'est quelque chose que vous allez retrouver probablement dans beaucoup de codes, de règles de gouvernance, mais c'est très, très large.
puis on va respecter la clientèle, mais pas nécessairement aux dépens de l'entreprise non plus. Mais dans le doute, on va donner le bénéfice du doute au client. Dans le doute, on va essayer de prendre la décision qui est, en guillemets, juste, hein, qui respecte la justice, qui respecte un certain encadrement et qui va essayer, autant que possible, de s'éloigner de grandes idéologies. Mais dans un contexte d'entreprise, évidemment, il y a des subtilités là, à apporter à ça. Mais, en tout cas, je pense que déjà, on a une idée de ce qu'on parle. On est à haut niveau dans le domaine de l'éthique, qui est sous le chapeau, le grand chapeau de la morale, des valeurs, mais on est dans l'éthique appliquée, en guillemets. Donc, dans des règles, des façons de faire qu'on peut se donner à l'intérieur d'entreprises pour nous aider dans notre processus quotidien. Oui, ça a du sens? Donc, je ne reviendrai pas sur toutes les définitions. Je vais essayer, je vais sauter, je ne ferai pas toute la présentation qu'on a fait la semaine dernière, mais je voulais quand même qu'on prenne le temps juste de revenir un petit peu sur la définition. Et je vais tranquillement sauter pour revenir où on est. Ça, c'est une belle définition morale. Quand ça devient appliqué, là, wow! Je te dis que ça s'éloigne de ça, là. Oui, Moi aussi. mais oui, c'est vrai. C'est quelque Mais- chose un pléonasme, dire éthique appliquée. Ouais. Ça s'applique On pas. peut. C'est pas Mais- appliqué tel quel comme ça. Appliqué par qui? Mais, là, j'ai sauté complètement à la fin, on va revenir en arrière. On te perturbe. Mais non, mais ce qu'on a dit la semaine passée, quand on a parlé de gouvernance, on était rendu à parler de un peu pourquoi est-ce qu'aujourd'hui on parle de gouvernance dans les entreprises. Puis ce qu'on avait dit, si vous vous souvenez, c'était qu'il est arrivé un certain nombre d'événements hein, dans les années 90, surtout au début des années 90, où il y a eu des causes d'abus. Il y a eu des causes de... Voilà, j'arrive. Il y a eu des situations où des entreprises ont commis des gestes qui étaient en quelque part illégaux ou à la limite de la légalité, qui a fait que à un moment donné, il y a des entreprises, des individus, plutôt des actionnaires, qui ont perdu de l'argent. C'est-à-dire qu'on prend l'exemple de Enron aux États-Unis ou de Nortel au Canada, où les dirigeants, hein, les gestionnaires en place, ont pris des décisions qui favorisaient leurs bénéfices à eux, à court terme. Ben, la crise économique, excuse. Bien, la crise économique, C'est c'est ça. un bon exemple, exactement. Où il y a des gens, des individus, par exemple des gens qui travaillent pour les banques, qui sont payés à commission, qui avaient avantage à donner le plus d'hypothèques, à vendre le plus d'hypothèques possible à n'importe qui. Puis, même s'ils mentaient parce que ça, un peu, je ne sais pas si vous avez suivi un peu l'histoire, mais aux États-Unis, ce qui s'est passé, ben, tu pouvais aller à la banque puis prendre une hypothèque de 125 %. Donc, si tu achetais une maison de 200 000, tu pouvais aller chercher une hypothèque de 250 000 avec zéro cash, okay, aucune mise de fonds. Il faisait confiance aveuglément. Puis, il te demandait combien tu gagnes par année. Puis tu disais, ben, moi, je gagne 200 000 par année. Puis, il ne demandait aucune vérification. Donc, les courtiers en hypothèque avaient tout avantage, parce qu'ils sont à commission. Ils sont payés à la signature. Tu sais, c'est pas comme un vendeur, un vendeur d'assurance qui reçoit sa commission un petit peu à chaque année ou à chaque mois, en fonction des clients qui ont signé, mais qui restent. Le
courtier hypothécaire, lui, quand il signe l'hypothèque, c'est là qu'il a sa commission, sur le plein montant. Fait qu'il y avait tout avantage à sortir le plus d'hypothèques possible. Hein? Les cartes de crédit, c'est la même chose. Les cartes de crédit, c'est un peu la même chose. Mais dans le contexte de Enron aux États-Unis, ou de Parmalat en Italie, ou de WorldCom aux États-Unis, ou de Nortel, ou même de Norbo, c'est des situations où les gestionnaires, les gens qui géraient l'entreprise au quotidien, ont pris des décisions qui les favorisaient, eux, à court terme, sans penser aux actionnaires, sans penser aux clients, sans penser aux conséquences, juste pour avoir le plus gros rendement possible à court terme, ou dans le cas des compagnies comme Nortel, pour que eux autres, personnellement, aillent chercher des gros bonus. Est-ce qu'on On peut pourrait dire... dire, Oui. on pourrait dire que n'importe quelle loi ou les règlements, c'est... Non, mais c'est toujours dû à l'abus. Parce qu'il y a eu abus en quelque part, ils vont faire passer une loi ou un règlement. Bien, c'est dans le cas des lois de gouvernance, parce que c'est là qu'on veut en venir, il y a eu une phase où on a commencé à parler, bon, on discutait de ça de façon théorique, mais à un moment donné, il y a des législateurs, il y a des politiciens qui ont dit, on va aller une étape plus loin, on va demander aux gens de mettre en place des cadres de gouvernance, mais on va mettre en place des punitions potentielles. Parce que quand on parle de sécurité, Nicole, je vais revenir à ta question juste dans une minute. Quand on parle de sécurité, pour que ça marche, il y a 3 axes qui sont nécessaires. Ce que moi j'appelle les 3 P. La prévention, la protection puis la punition. C'est-à-dire, si tu n'as pas les 3 axes, la protection, prévention, punition, ça ne fonctionne pas. Fait que, quel que soit l'exemple que vous pouvez prendre, pensez à l'éducation de vos enfants, pensez à la police. Il faut que tu fasses de la prévention. Il faut que tu dises à tes enfants, fais pas ça, fais pas ta main sur le poil, tu pourrais te brûler. Hein? Ou saute pas en bas du doigt, tu pourrais te faire mal. Tu fais de la prévention, tu vas mettre en place des mécanismes, par exemple, que ton poil s'éteigne tout seul, ou mettre des petits protecteurs ces prises de courant pour qu'ils se mettent les doigts dedans, ou barrer les fenêtres du 2e étage pour qu'ils puissent sortir et aller sur le toit. Puis, la punition, c'est-à-dire, si tu n'écoutes pas et ils le font, ben, tu vas les envoyer dans leur chambre réfléchir un petit 15-20 minutes ou une demi-heure. Dans un contexte de sécurité, d'entreprise, ben, tu vas former tes employés par rapport aux règles, au code de gouvernance, au code d'éthique que tu vas donner dans l'entreprise. Tu vas faire de la protection, c'est-à-dire tu vas mettre en place des systèmes, par exemple des contrôles au niveau comptable, ou tu vas faire de la vérification comptable. Hein? Tu vas faire des punitions, c'est-à-dire si un employé ne respecte pas ton code d'éthique, ben moi ce que je dis toujours à mes clients, quand je faisais de la consultation, ben, il n'y a rien comme une bonne crucifixion pour partir une religion. C'est-à-dire que tu vas donner un exemple, tu vas prendre un employé en exemple, tu vas en punir un, tu vas faire ça sur la place publique devant tout le monde, tu vas t'assurer que tout le monde est au courant que lui a été puni parce qu'il n'a pas respecté. Puis pendant 6 mois, ben, tu vas avoir la paix, les gens vont avoir la chaîne, ils vont respecter le code d'éthique. Mais c'est un peu la même chose. Ça prend mais ces c'est 3 dangereux axes-là. de humilier une personne comme ça en public des fois. Tu sais, faire de l'humiliation à quelqu'un, là. Moi, Je comprends, non, je comprends qu'il y a des côtés néfastes à ça. Mais ce que je te dis, c'est qu'il faut que tu ailles les 3 axes. Il faut que tu ailles le code de la route. Il faut que tu ailles le code de la route. Hein? Il faut que tu formes les gens sur le code de la route avant de leur donner leur permis de conduire. Mais il faut que tu fasses de la prévention, que tu as des polices qui se promènent, qui font du radar. Si quelqu'un ne respecte pas le code de la route et conduit à 140 sur Notre-Dame, ben, tu vas peut-être lui donner un avertissement la première fois, puis la deuxième fois, tu vas lui donner un ticket. Puis, si tu n'as pas les 3 axes, c'est pas la punition n'est pas obligée d'être mais réelle. si c'est dans ta prévention, oui. dans ta protection, si tu dis, ben regarde les conséquences de blablabla, et puis regarde, moi je t'ai tout dit, là, si tu
prends de la corde, tu vas te pendre avec, c'est toi qui vas y arriver tout seul à la punition. C'est une Oui. forme d'éducation, ça. Ben Tu oui, n'intimides pas je suis personne. d'accord, mais dans un contexte organisationnel, dans un contexte de travail, hein, Ouais. tu n'as pas le choix d'un moment Premier donné. avertissement, deuxième avertissement. Ben, c'est ça. Mais là, ça ne touche pas aux principes moraux, ça. Non, mais si tu veux mettre en application un code d'éthique, si tu veux mettre en application, si le gouvernement veut forcer les entreprises à mettre en place des codes de gouvernance, puis d'agir selon certaines règles, il faut qu'ils respectent ces trois axes-là. Oui, ça, Donc, aujourd'hui, ce qu'on voit dans ce qu'on appelle la deuxième vague là, de la gouvernance, l'approche plus moderne, entre guillemets, de la gouvernance, où les gouvernements créent des lois. Aux États-Unis, il y a une loi, entre guillemets, célèbre qui s'appelle le Sarbanes-Oxley Act, SOX, qui est une loi qui fait qu'il oblige les compagnies à respecter un certain nombre de principes éthiques, comme la divulgation des informations financières, comme la mise en place de ce qu'on appelle un comité de vérification, comme l'utilisation de vérificateurs externes indépendants, hein, qui doivent donc soumettre des rapports de vérification. Puis si, selon la loi américaine, le Sarbanes-Oxley Act, si tu ne respectes pas ça, le président, les membres du conseil d'administration peuvent aller en prison. C'est considéré comme un acte criminel. Ils peuvent aller faire de la prison. On devrait faire ça ici. Ben, ils essaient de le faire. Ils essaient de le faire ici. Ça protège les actionnaires. Ben, ça protège les actionnaires, Les employés. mais ça protège aussi les employés. Dans quel sens? Ben, prends l'exemple de Nortel. OK? Nortel, ils ont agi de façon, disons, entre guillemets, malhonnête. OK? Qui a payé pour? Oui, les actionnaires, leurs actions, ils ne valent plus rien. Les actions qui valaient pas loin de 200 $ il y a quelques années valent aujourd'hui quelques cents. Hein? Oui, les actionnaires ont perdu de l'argent, mais entre guillemets, les actionnaires, c'était des investisseurs. Mais qui a souffert le plus? Bien, ceux qui ont vraiment souffert, c'est les employés. Il y avait des milliers d'employés qui travaillent chez Nortel, j'en connais personnellement, des gens qui travaillaient chez Nortel, qui avaient des bonnes jobs, qui ne gagnaient pas 150 000 par année, mais qui gagnaient bien leur vie, puis ça leur permettait d'avoir une maison, d'avoir des enfants, d'élever leurs enfants. Puis ces gens-là, ils ont tout perdu. Ils n'ont plus de job. On a entendu des Puis j'en ai des cas que je connais que ça leur a pris des années à se retrouver une job parce que, imagine-toi, 2000 personnes un matin, un vendredi matin, les gens se présentent au bureau, ici à Dorval, chez Nortel, puis 2000 personnes sont mises dehors d'une shop. C'est ça que je te dis. Ces gens-là, ils ont de la difficulté. Mais s'ils sont retrouvés, s'ils ont perdu leur job, c'est en grande partie parce que Nortel ne respectait pas les règles de bonne gouvernance. D'accord. Mais là, ils mettent des lois, comme tu dis, pour protéger, puis ils vont punir, etc. Oui. Mais quelle loi pour protéger l'employé qui subit, qui a à subir ce manquement d'éthique-là? Aux États-Unis, ils ont créé une loi qui est comment ça s'appelle, la loi sur les délateurs, qui protège l'employé qui va faire de la délation, donc qui va dire que son employé ne respecte pas ces règles d'éthique-là, va être protégé. Ben oui, non, mais c'est Oui, ça. mais ça reste C'est pas pas quand évident. même, ça n'empêche pas le fait, C'est risqué. comme tu dis, que Nortel a magouillé, puis que c'est encore l'employé qui paie. Mais là, Et le que président, le gars qui était le président de Nortel à cette époque-là, actuellement, je pense qu'actuellement, il est encore. S'il est déclaré coupable, il va faire de la prison. D'accord. Ils font un exemple, c'est les premiers cas. Il y a eu le gars d'Enron aussi, les vice-présidents et les présidents d'Enron. Il y a eu Norbeau. Mais l'employé, lui, le petit, Oui. qu'est-ce qu'il protège? Quelle loi le protège? Il y en Ben, a pas. non, il y en a pas. C'est un trou de cul pour une compagnie. Ben, Oui, c'est Oui, oui. faut C'est pas un pas le exécutif. dire. C'est des trous de cul pour eux autres. Ils considèrent les gros en haut, ils considèrent les employés comme des. oui. C'est Des ça. exécutants, des... Oui, oui. Puis le gouvernement marche là-dedans aussi parce qu'il ne fait aucune loi pour protéger l'employé, la base. Oui, mais ça commence à changer.
Et Seigneur. Ben, en tout cas, il se met en place actuellement, il s'est mis en place dans les derniers 5-6 ans, il a commencé à se mettre en place des règles entre guillemets, de gouvernance. Ça s'en vient, ça commence. Mais c'est sûr qu'il y a encore beaucoup de travail à faire. Oui. Mais ça commence. Tu vois, comme nous autres à l'université, on a créé un programme de gouvernance où on enseigne dans les facultés d'administration les règles d'éthique, les règles de gouvernance. Ça commence. Au HEC, ils ont un programme aussi en gouvernance, mais ça existe depuis 4-5 ans, c'est tout, là. Donc, on est au début de ce changement-là, de ce virage-là. Gouvernance, autrement dit, c'est quoi? C'est de l'éthique? C'est de l'éthique appliquée. Donc, la mise en place d'un certain nombre de principes. Il faut juste changer le mot. La mise en place d'un certain nombre de principes qu'on a parlé très rapidement la semaine passée. L'ensemble des Donc, dispositions. c'est un ensemble de règles, en fait, opératoires, si tu veux, il y a les principes. Donc, les grands principes de l'éthique qui commencent à se retrouver dans des lois aujourd'hui. Au Québec, il n'y en a pas de loi pour ça. Ça n'existe pas au Québec. En Ontario, il y en a une qui a été créée il y a, écoute, on parle il y a peut-être 5 ans, maximum. Il y a quand même l'autorité des marchés financiers. Il y a un cadre légal. Ça s'en vient. Les entreprises doivent fonctionner. Oui, mais même On parle de l'AMF, Norbeau, c'est plus qu'un manque d'éthique, c'est des criminels, c'est des gens qui ont fraudé volontairement. Qui ont, oui. Mais pourquoi est-ce qu'ils ont fraudé volontairement? Parce qu'ils se sentaient qu'ils avaient le droit de le faire. non. Qu'il n'y avait pas de Non, ils ne risque. sentaient pas qu'il y avait le droit de la faire. Ils ont délibérément choisi de frauder, de mentir. C'est une intention criminelle, ça. Oui, Il n'y a mais aucune éthique qui va empêcher. Parce que là, c'est une intention illégale. oui. Il y a des Mais entreprises. s'il y avait eu en place des comités de vérification externes, indépendants, Oui. s'il y avait eu en place des administrateurs qui étaient indépendants, non liés, Oui, il y a eu du complot aussi. Ben, c'est ça. Parce qu'il y a eu. oui, mais c'est ça. À partir du moment que tu as un vérificateur qui est aussi un de tes fournisseurs, c'est sûr que là, il peut y avoir de la connivence. Tu peux dire, regarde, questionne pas trop, puis je vais te donner des contrats pour tel autre. C'est ça. Mais dans les règles de gouvernance, ce qui s'en vient, c'est la mise en œuvre d'un certain nombre de principes que les conseils d'administration doivent respecter, des choses qu'ils doivent mettre en place, qui vont venir encadrer tout ça. Donc, ils doivent mettre en place un certain nombre de principes, comme par exemple le principe de précaution, où on leur dit, on dit, vous êtes responsables dans la mesure où vous n'avez pas nécessairement de toute l'information pour prendre une décision, vous devez errer du côté de la prudence. Donc, d'agir de façon, en guillemets, conservatrice. Ça devient une obligation, ça. Une obligation d'amélioration continue. Une obligation d'évaluation. Donc, de vous évaluer, de vous mettre en place des mesures pour être capable d'évaluer votre performance. Vous devez mettre en place un conseil d'administration. Ce conseil d'administration-là, là, je vais rapidement parce qu'on avait déjà parlé un petit peu de ça la semaine passée. C'est juste un rappel, une remise en situation. Vous devez mettre en place un conseil d'administration. Ce conseil d'administration-là doit exercer son autorité d'une certaine façon. Donc, pour éviter, pour essayer d'éviter les conflits, puis doit agir selon un certain nombre de mécanismes de responsabilisation, dont on retrouve des normes, des politiques, des cadres de gestion que vous devez mettre en place. Puis ces cadres-là doivent inclure un certain nombre d'obligations de divulgation. Dans les cas de fraude qu'on connaît, où il y avait de la connivence, ou des choses que Richard a mentionnées, mais en quelque part, il y avait un problème de divulgation. C'est-à-dire qu'on ne donnait pas toute l'information
aux ayants cause. On ne donnait pas toute l'information aux actionnaires. On ne donnait pas toute l'information, même, c'est le cas, prenez l'exemple de l'UQAM, hein, le fiasco de voyageurs à l'UQAM. Ben, ils ont caché de l'information au conseil d'administration. Donc, les gens qui avaient à prendre les décisions n'avaient pas toute l'information exacte, pertinente pour les aider à prendre des décisions. Il y a des obligations, des devoirs de responsabilité au niveau des dirigeants. Il y a la mise en place de recours judiciaires. Donc, on donne des recours dans la loi aux actionnaires. Donc, qui peuvent poursuivre l'organisation, peuvent poursuivre le conseil d'administration. Mais l'éthique des professions, Oui. là, je parle, bon, Ça, c'est la déontologie. ça vient en conflit avec ça. Souvent, des fois. Je dis pas tout le temps. Bien, la déontologie, ça, c'est comme une branche particulière. Là, hein? C'est comme la gouvernance, on a dit que c'était en quelque sorte l'éthique appliquée aux entreprises. La déontologie, c'est l'éthique appliquée aux ordres professionnels. Donc, c'est quelque chose d'un petit peu différent, mais autant dans l'éthique que dans la déontologie, il y a toujours un certain nombre de conflits. Là. Des fois, deux valeurs peuvent être en conflit, l'une avec l'autre. Comme par exemple, on peut prendre des exemples dans plein de domaines, mais quand on a parlé d'euthanasie, quand on a parlé d'avortement, de vasectomie, par exemple, chez son fils, on est là au cœur d'une de problématique de conflit, là, où c'est jamais nécessairement, c'est jamais noir et blanc, comme d'ailleurs Richard l'a bien souligné dans des exemples entre guillemets d'entreprise, c'est jamais noir et blanc non plus. Il n'y a jamais de situation claire, ou en tout cas, c'est pas toujours clair. Mais d'avoir un certain nombre de principes, de valeurs, vont nous aider, du moins on l'espère, à prendre les meilleures décisions possibles, ou les décisions qui vont être dans un esprit de respect, comme on a parlé tout à l'heure, de respect des autres, de respect de la justice, de respect des valeurs sociales. Mais ce qui est nouveau dans l'encadrement qui se fait aujourd'hui au niveau juridique, de ce qui est en tout cas qui est en train de se faire encore là au Québec, on est en retard par rapport aux autres pays dans ce domaine-là. C'est-à-dire qu'au Québec, oui, il existe l'AMF, l'Autorité des marchés financiers, qui a mis en place un certain nombre de mesures, mais on est encore dans une approche qui est plutôt permissive ici. Si on compare aux États-Unis, où ils ont entre autres le Sarbanes-Oxley Act que je vous mentionnais, la loi américaine qu'ils ont en place depuis quelques années, et il y a une autre loi qui s'appelle le GLBA, le Gramm-Leach Act, sur la responsabilisation financière, qui oblige un certain nombre de choses, qui les rend obligatoires et qui a mis en place toute une série de punitions. Et ils ont même poursuivi certains individus, ils ont mis du monde en prison, ils ont fait ça de façon très, très publique. Hein? Évidemment parce que ça intéressait beaucoup de monde, mais aussi parce que pour passer un message. Alors qu'au Canada, on n'a pas vraiment beaucoup d'exemples de ces situations-là. On en a quelques-uns. Conrad Black, hein, qui est un Canadien, en tout cas, même s'il n'est plus citoyen canadien, qui a pris de l'argent, qui a pigé carrément dans le coffre de sa compagnie pour se payer des choses personnelles. On a eu le cas de Norbeau, hein, où là, ils l'ont pas puni sur des raisons de gouvernance. Ils l'ont plutôt poursuivi pour de la fraude, parce que il y avait les lois qu'il y avait en place étaient là, permettaient ça. Il n'y avait pas nécessairement les mêmes obligations qu'on trouve dans des lois comme Sarbanes-Oxley, mais tranquillement, la majorité des États s'en vont dans cette direction-là. En Ontario, par exemple, ils ont créé une loi, un genre de Sarbanes-Oxley canadien, et éventuellement, en tout cas, si la pression populaire est là, éventuellement, peut-être que le Québec va le faire.
Mais ce qui semble, évidemment, il n'y a pas nécessairement un appel du public, une demande des citoyens pour la mise en place de ce genre de réglementation-là au Québec. Mais au Québec, il faut dire que notre situation est peut-être un petit peu particulière, dans le sens qu'il y a quelques très gros, il y a quelques personnes qui contrôlent beaucoup de choses. Il n'y a peut-être pas nécessairement la même notion d'actionnariat partagé. Aux États-Unis, tout le monde a des fonds de pension, ce qu'on appelle les 401k, des gens de REER, où tu mets dans ton REER des actions, un peu comme des REER, hein, des régimes d'épargne, mais des régimes, les REA, ça s'appelle, les régimes d'épargne action, qui incitent les gens donc à être actionnaires. Donc, il fait qu'on doit nécessairement suivre de ça beaucoup plus près. Parce que la plupart des gens ici qui ont des REER, les REER sont dans des comptes en fiducie, puis t'as pas vraiment, tu ne sais pas vraiment qu'est-ce que tu as comme action, qu'est-ce qu'il y a en arrière dans ton REER, en tout cas en général. Il y a Stephen Harper qui parle d'une commission canadienne Oui. sur les valeurs mobilières. Oui, mais ça n'arrivera pas. Il en parle. Il en parle, mais ça ne se fera jamais. Parce que le Québec... Il y a beaucoup d'opposition. Ben, c'est ça. Le Québec ne va jamais accepter. Tu sais, aussitôt qu'on parle au Québec d'empiètement du fédéral sur les pouvoirs constitutionnels traditionnels québécois, c'est systématiquement bloqué. Ça n'arrivera pas. Donc, il va falloir que chaque province se donne direct, beaucoup plus que ce qui est fait au niveau de l'AMF actuellement. On serait-tu bon pour une pause? Oui. Hein? Puis là, on va plutôt, dans la deuxième partie, là, on va vraiment focusser sur la gestion de risque. Parce que finalement, un des aspects de la gouvernance, c'est de mettre en place un certain nombre de principes, dont le principe de précaution et l'amélioration continue. Mais pour mettre en œuvre ces principes-là, il faut être capable d'avoir une idée de qu'est-ce qui sont, où se trouve le risque. Et donc, on va parler un petit peu de qu'est-ce que c'est le risque et de comment est-ce qu'on peut le... Et là, c'est spécifique. Là, le cours que tu donnes, c'est spécifique aux entreprises. Oui. C'est complètement différent. C'est pas de la déontologie, là. Okay. C'est pas de la bioéthique non plus, qui est un des sujets qu'on va parler plus tard, qui est de l'éthique dans le domaine de la santé. C'est un aspect. Moi, je suis bien d'accord à la pause. Quand on parle d'éthique ou de règles de gouvernance pour la protection des actionnaires et indirectement de ses employés, à mon sens, beaucoup plus pour les actionnaires pour commencer. Oui. On peut avoir une entreprise qui agit dans le cadre de la légalité. On ne parlera pas des cas d'exception comme Elron, Norbo, etc. Des entreprises qui agissent dans le cadre de la légalité, mais qui agissent contre le bien-être commun, qui respectent l'éthique des entreprises, Oui. et qui sont... Ben, on va avoir l'exemple ici dans quelques semaines, là, le monsieur qui a écrit le livre Noir Canada, c'est pour ça qu'à un moment donné... qui va venir nous parler des compagnies minières qui sont légales, mais qui exploitent des gens en Afrique. Ah ouais. Ben, ça, c'est un bon exemple. Des gens Il va qui parler, hein, j'aimerais ça qu'il parle. C'est lui le monsieur qui va parler de l'Afrique pour Oui. Vision mondiale aussi, que je te disais là. Ah, OK. J'aimerais ça qu'il nous fasse l'autopsie de ça. Oui. Mais lui, c'est focusé sur des compagnies canadiennes qui respectent les lois canadiennes, mais qui se conduisent de façon, entre guillemets, immorale, Oui. qui encouragent les génocides, Oui. l'esclavage, le meurtre, l'assassinat. C'est effrayant. Une entreprise, quoi. C'est ça. C'est les provinces, puis quand tu allais en avion, tu allais dans où que tu t'en vas, on a pas de provinces, tu peux sortir dans c'est très rare à tous les jours, Dans la au pièce. bord de la plage, la nuit des vagues avec les mitraillettes, puis ils font le tour de la plage. En Colombie? 20 types de police. Sacré. Mais c'est rassurant. Ah, c'est Là, tu vas aller là pour te reposer un peu. Ouais, ils dérangent pas, ils se promènent avec les mitraillettes, puis les vendeurs qui viennent sur la plage, ils ont des arrêts, ils ont 15 minutes sur la plage. Après 15 minutes, même ils sont tu sens la nuit. Juste faire avancer la présentation. On est bien dans notre province, hein? Hey, j'ai été 8e en premier au Québec, partout. J'ai pas fini. Tu sais,
Donc, c'est ce que je disais tout à l'heure, il y a eu essentiellement 2 vagues dans la mise en œuvre, dans la législation sur la gouvernance. Donc, la deuxième vague est l'approche impérative, donc l'approche où on a mis en place là, les 3P, hein, l'obligation de mettre en place des mesures de protection, puis qu'ils ont créé, qui ont mis en place des punitions. ACVM, c'est quoi ça? C'est la Commission des valeurs mobilières. Ouais. Donc, la Commission des valeurs mobilières, comme on a au Québec, par exemple. Mais le A, qu'est-ce que Mais c'est? le A, Je pense que c'est l'Association des commissions des valeurs mobilières. Donc, association pan-canadienne, parce que ce que Richard mentionnait tout à l'heure, c'est que comme on n'a pas de commission des valeurs mobilières pan-canadienne, bien, les compagnies peuvent profiter de ça, c'est-à-dire faire une partie de leurs affaires en Ontario, une partie en Alberta, une partie au Québec. Et puis là, ben, comme on n'a pas, on dirait en anglais, le big picture, et ça devient possible de faire, peut-être pas des fraudes, mais des choses qui sont, disons, douteuses d'un point de vue éthique, et de s'en tirer parce qu'il n'y a pas de supervision de l'ensemble des activités. Fiscale. Oui. Et il y a une obligation là, qui a été mise dans la deuxième vague sur la qualité et l'intégrité de l'information financière. Donc, la mise en place là, d'obligation de publier les résultats, les informations par rapport aux activités de la compagnie. Il y a toute la notion des délits d'initiés, par exemple. Des gens qui sont à l'interne dans la compagnie, qui ont des informations, soit sur les ventes. Donc, de publier cette information-là. Les comités de vérification puis les contrôles internes, ce qu'on appelle les contrôles internes obligatoires. Les exigences de qualité ont été mises dans des règlements. Le règlement 52-109, ça, c'est les règlements de l'Institut canadien des comptables agréés. Donc, si vous voulez, c'est un ensemble de livres de principes comptables, ce qu'on appelle les principes comptables généralement reconnus. Donc, le travail que doivent faire tous les comptables agréés. Et une compagnie qui est inscrite à la bourse doit obligatoirement faire vérifier ses états financiers par un comptable agréé. C'est les seuls qui sont autorisés à faire ce qu'on appelle de la vérification. Donc, eux mettent en place un certain nombre de principes. Et c'est seulement sur la base de ces principes-là qu'un comptable agréé va pouvoir signer les états financiers comme étant conformes. Ça a été inspiré par justement ce qu'on appelle SOX, qui est le Sarbanes-Oxley Act, la loi américaine que je vous disais, mais ça n'a quand même pas la même force. Les principes comptables généralement reconnus n'ont pas la même force qu'une loi qui, elle, peut avoir des sanctions pénales. C'est-à-dire que quelqu'un peut aller en prison. Un comptable agréé, votre comptable ne va pas vous envoyer en prison. Je m'excuse. Oui. La loi sur l'information. La loi sur l'accès à l'information. Oui, l'accès à l'information. Oui. Est-ce que ça rentrerait dans les axes Ça rentre dans l'axe de l'éthique parce que c'est une question à haut niveau de respect des droits de l'homme. Okay. Mais la loi sur l'accès à l'information, ça n'implique pas les compagnies privées, ça implique le gouvernement. Les organismes publics. Les organismes publics. Donc, c'est quelque chose de différent. Il existe une loi sur l'accès à l'information pour les compagnies privées, hein, mais ça n'a pas la même portée que la loi sur l'accès à l'information. Mais c'est une sorte de forme de contrôle de l'éthique. Oui. Oui. Ça rentre dans le grand chapeau de l'éthique. Oui. C'est le respect des droits de l'homme. Le droit, en particulier, le droit à l'intégrité des individus. Okay. Puis ça, c'est par extension, le droit à l'intégrité, ça implique le droit à connaître l'information qui est détenue par les autorités à propos qui te concerne. OK, mais je ne pourrais pas exiger, si je veux savoir quelque chose sur un organisme, la loi de l'accès à l'information, est-ce qu'elle me permet d'aller demander des renseignements à cet organisme-là? Oui. Sauf quelques exceptions. Là, oui. Okay. Oui. Sauf quelques exceptions. Comme par exemple le bureau du premier ministre ou le conseil du trésor, mais à part ça, oui.
Ça a mis en place un certain nombre d'obligations ce qu'on appelle les CEO, les Chief Executive Officers, les présidents des compagnies, si vous voulez, ou les CFO, les Chief Financial Officers, c'est-à-dire le responsable des finances dans une entreprise. Et les CEO et les CFO doivent signer les documents et attester qu'il n'y a pas d'informations fausses ou trompeuses. Donc, dans les exemples, par exemple, quelques-uns des exemples que Richard a mentionnés, de gens qui ont été poursuivis, c'est parce qu'ils ont mis des informations dans les documents officiels de la compagnie qui savaient qu'ils étaient fausses, trompeuses ou incomplètes. C'est comme ça qu'ils se sont fait éventuellement en guillemets poignée. Que les documents donnent une image fidèle de la situation financière des ménages, il existe des contrôles et des procédures de communication de l'information. CEO, c'est contrôle. Chief Executive Officer, c'est le président de la compagnie, en gros. Quand on parle d'un PDG, CFO, c'est le responsable des finances. Évidemment, ça avait des impacts, hein? Donc des impacts par rapport au risque, de la responsabilité, puis un impact, une obligation pour le CFO et le CEO, donc d'être au courant de l'information financière, d'être informé de la situation réelle de l'organisation. La mise en place de comités de vérification et d'avoir un vérificateur externe qui, lui, doit se rapporter au comité de vérification. Donc, par le vérificateur externe, on parle d'un comptable, Samson Belair, Deloitte, Grant Thornton, etc., etc. Il n'y a pas une obligation de changer aussi après tant d'années? Je pense pas. Non, ils peuvent faire Changer de avec comptable? la même. En autant qu'il soit externe, non lié. Mais je pense que ça s'est parlé, on aurait tout Ça se peut, ça je peux pas, je ne sais pas. Je ne sais pas, mais il faut qu'il soit externe, ouais. Puis il faut qu'il se rapporte au comité de vérification. Ça, c'est une obligation. Ça n'existait pas avant. Le comité de vérification doit compter au moins 3 membres. Chaque membre doit être indépendant et doit avoir des compétences financières. Fait que, par exemple, un cousin des Pélado ne peut pas être sur le comité de vérification de Québécois. Ce sont tous des gens externes. Ils doivent avoir des compétences financières. Bon, compétences financières, ça veut dire quoi? C'est une bonne question, là. Ouais. Mais ils doivent être capables de lire des états financiers, entre autres. Ce n'est pas obligatoirement tous des comptables agréés, mais en général, ils ont quand même une bonne compréhension de la comptabilité. Mais ça s'applique seulement qu'à des grosses entreprises, parce que le petit Non, toutes les entreprises qui sont inscrites à la bourse. Ah, OK. Donc, toutes les entreprises qui émettent des actions, qui ont des actionnaires. Ça ne s'applique pas à Marc-André Léger incorporé, qui est moi puis mon épouse. Hein? Il y a des biscuits à parler. C'est ça, puis qu'on contrôle des sacs de biscuits. À partir du moment où j'ai l'obligation de publier des états financiers vérifiés, j'ai ces obligations-là. Donc, toutes les gens qui sont régis par la Commission des valeurs mobilières, donc, par exemple, parce qu'ils ont des actions à la bourse ou parce qu'ils vont chercher du financement par l'émission d'actions ou de bons du Trésor, ou tu sais, pas des bons du Trésor, là, mais tu peux émettre comme des obligations. Non, vraiment des obligations. Comme Hydro-Québec, par exemple, ils émettent des obligations. Tu peux acheter des obligations, comme les municipalités qui émettent des obligations. C'est pas des actions, mais c'est comme t'achètes de la dette, finalement, d'une compagnie. Donc ça, c'est le genre de compagnies qui sont régies par ça. Et puis, quand on parle d'indépendance, on ne parle pas de relation importante, directe ou indirecte avec l'émetteur. Bon, je vais passer un petit peu rapidement là-dessus. Par les compétences financières, capacité de lire et de comprendre les états financiers. C'est de ça qu'on entend. Je vais passer un petit peu vite sur ça, juste pour aller... parce que je veux qu'on rentre, on a eu le temps de rentrer dans la... Il y a de la jurisprudence, là, je veux vous sauver de vous parler de la jurisprudence, mais sachez qu'il y en a. Donc, l'organisation doit mettre en place des contrôles internes convenables, donc des contrôles au niveau financier. Hein? Une obligation d'évaluer l'efficacité du contrôle interne
puis divulgation d'un rapport de la direction et d'un rapport de vérification. Donc ça, c'est une obligation de mettre en place des mécanismes dans l'organisation pour s'assurer que l'information financière, elle est exacte. Donc ça va au-delà de la vérification, ça rentre par exemple dans mon domaine à moi, qui est l'informatique, parce qu'il faut mettre en place des mécanismes au niveau des logiciels, par exemple, pour s'assurer que quelqu'un ne peut pas rentrer dans le système et changer les chiffres sans que ça soit logué, sans que ça soit enregistré en quelque part. Donc, il faut qu'il y ait vraiment des mécanismes de contrôle, comme par exemple des mots de passe, des contrôles d'accès, des antivirus, toutes sortes de systèmes techniques qui permettent de garantir que l'information qui est dans les systèmes d'informatique, elle est fiable. Donc ça rejoint ça, ce que moi je fais. Mobilisation des ressources. Oh, comment ça fait? Là, j'ai passé des slides. Là. Attendez, on revient en arrière. Là. Je ne sais pas pourquoi, il y a un moment donné, il y a un bouton que je pèse, puis ça saute direct à la fin. Je ne suis pas trop sûr pourquoi. On va revenir un petit peu en arrière. Là. Je suis pas loin de là. Contrôle. Voilà, on est là. Surveillance des vérificateurs. Donc, je dois mettre en place des mécanismes de contrôle pour vérifier mes vérificateurs. Donc, je ne dois pas laisser, je dois faire confiance à mes comptables, mais je dois les checker. M'assurer qu'ils font bien leur travail, qu'ils ne sont pas, par exemple, influencés par le président ou par le conseil d'administration. C'est comme si le président de Québécois allait dîner avec son comptable et qu'il disait « Maga, ça, tu occupes-toi-en pas ». Je dois mettre en place des mécanismes pour ça. Il y a la création de recours. Donc, il y a une création d'un recours en responsabilité civile. Donc, la mise en place d'une possibilité de poursuivre la compagnie ou de poursuivre les administrateurs d'une compagnie qui a été formalisée. Puis des recours administratifs. Des recours administratifs, donc que le gouvernement puisse poursuivre des compagnies si, par exemple, ils n'ont pas respecté ces principes-là. Donc, s'ils n'auraient pas créé le comité de vérification, ou s'ils n'auraient pas des administrateurs qui sont non liés, ou s'ils ne respectent pas ça, à ce moment-là, ils peuvent avoir, grosso modo, ce qui revient à des amendes qui peuvent aller jusqu'à 1 million de dollars. Donc là, on parle de choses là, qui sont relativement nouvelles. J'ai passé très vite, mais sur une des slides avant, je vous ai peut-être remarqué dans le bas, on parle de choses qui s'appliquaient en 2007, à partir de 2007. Donc, c'est des choses qui sont quand même très, très, très récentes. Là. Puis ça, c'est vraiment dans ce qu'on appelle la deuxième vague de la gouvernance, donc la mise en place là, d'un cadre beaucoup plus rigide qui va rejoindre beaucoup plus là, ce que je vous parlais tout à l'heure, mes 3 P. Ça, c'est des lois québécoises. Bien, canadiennes et québécoises. Les principes comptables généralement reconnus, les règles de l'ICCA, là, les 52-quelque chose, ça, c'est pan-canadien. C'est l'Ordre des comptables agréés, c'est un organisme, l'Institut canadien des comptables agréés, je devrais dire, qui crée ça. Ça, c'est un organisme pan-canadien. Parce que la loi des compagnies qui s'applique dans la plupart des cas, c'est une loi fédérale. Bon, je vais passer vite sur l'obligation de divulgation. Je vais juste parler de la régie d'entreprise. Donc, il y a une obligation de mettre en place des règles de fonctionnement dans l'entreprise, pour que ces règles de fonctionnement-là soient publiées, soient disponibles. Évolution des devoirs des administrateurs, c'est-à-dire qu'il y a eu un changement au niveau des obligations des administrateurs des compagnies. Il y a eu une évolution aussi de la jurisprudence. C'est-à-dire qu'il y a eu des cas, on a parlé Norbourg, Enron aux États-Unis, Nortel, mais tout ça, tous les procès qu'il y a eu, c'est toutes des choses qui ont fait avancer la jurisprudence. Donc il y a des précédents qui fait que ça devient plus facile pour poursuivre le deuxième, puis le troisième, puis le quatrième. Donc toutes ces choses-là sont arrivées à peu près en même temps, puis on parle
encore là, de très récent, par exemple, l'exemple d'un arrêt ici de la Cour supérieure de 2004. Donc, il a créé une jurisprudence par rapport à, dans ce cas-ci, à l'impact des pratiques exemplaires de gouvernance. Donc, l'obligation légale de mettre en place des bonnes pratiques de gouvernance, ben, la jurisprudence qu'on a, c'est de 2004. Donc, on parle d'il n'y a pas 5 ans encore. Donc, tout ça, c'est des choses qui sont arrivées vraiment dans les dernières années, qui évoluent encore, évidemment. Puis on parle de peut-être que d'autres gouvernements, comme le gouvernement du Québec, devraient, ou en tout cas, on espère, devraient mettre en place des lois pour encadrer ça encore plus dans les prochaines années. Donc, qu'est-ce qu'une compagnie peut faire pour mettre en place ces cadres-là, pour mettre en place ces contrôles-là? Bien, entre autres, ça avance pas vite, hein? Donc, pour mettre en l'action, si vous voulez, cette gouvernance-là, entre autres, c'est de faire de la gestion de risque. Donc, c'est de mettre en place un processus formel de gestion de risque, de donner à des individus dans l'entreprise la responsabilité d'évaluer et de documenter le risque qui existe dans l'entreprise. Le risque qui pourrait affecter ces obligations de gouvernance-là, donc on a parlé entre autres de la divulgation d'informations. Donc déjà, il faut savoir quelle est l'information qu'on a et où elle est. Les contrôles pour s'assurer que cette information-là, elle est exacte, à jour et protégée. Donc tout ce qui rentre dans la sécurité informatique. La mise en place de contrôles, que ce soit des contrôles d'accès, des mots de passe, des antivirus. La mise en place de processus de gestion de risque au niveau financier. Donc, par exemple, de s'assurer qu'on a assez d'assurance pour protéger nos biens, hein, pour protéger les actifs. Pour s'assurer qu'on a en place des processus pour évaluer les nouveaux employés qu'on embauche. Par exemple, pour s'assurer qu'ils n'ont pas de dossier criminel, vérification des antécédents. Donc, toutes ces choses-là, toutes ces obligations-là, opérationnalisation de toutes ces choses-là se font sous un chapeau qui est ce que moi j'enseigne, qui est la gestion de risque. Donc, en gestion de risque, on cherche à agir de façon sécuritaire pour mettre en place un certain nombre de principes de prudence ou de précaution, si vous préférez, d'amélioration continue, d'évaluation, de contrôle adéquat et de divulgation. Et pour mettre en place ces principes-là, un des outils qu'on se donne dans l'organisation, c'est la création de processus de gestion de risque. Donc, en gestion de risque, à haut niveau, on dit qu'on fait de la sécurité. Puis on définit la sécurité comme étant l'absence de risque inacceptable. C'est la définition qu'on donne à la sécurité dans mon domaine. Un bon exemple, c'est, admettons que je veux traverser la rue. Je veux traverser la rue de façon sécuritaire. Bien, je me pose la question, est-ce qu'il y a une absence de risque inacceptable? Donc, qu'est-ce qui pourrait être un risque inacceptable quand je traverse la rue? Bien, moi, comme être humain, un auto qui s'en vient, ça serait un risque inacceptable. Parce que si je me fais frapper par l'auto, hein, moi, je suis vulnérable. C'est-à-dire qu'une auto à 50 km/h qui me frappe, je pourrais être blessé, même grièvement blessé. Et donc, ça pourrait causer mon décès ou en tout cas de la morbidité. Et donc, ça ne serait pas sécuritaire. Donc, l'absence d'auto qui s'en vient ou le fait de traverser sur une lumière rouge, hein, ça ne serait pas sécuritaire. Donc, s'il y a absence de risque inacceptable pour moi, je suis dans une situation sécuritaire. Donc, la sécurité, donc, on la définit comme l'absence de risque inacceptable qui comprend un certain nombre de choses. Donc, des mesures de protection, de détection, des réponses à des situations ou des mesures d'assurance.
pensez à votre maison. Hein, à votre maison, vous avez des mesures de protection pour la protéger. Vous avez des serrures probablement sur vos portes. Vous avez peut-être des mesures de détection, comme un système d'alarme ou un chien. Vous avez des processus de réponse à des événements. Si par exemple votre système d'alarme part, il est branché à la centrale, il va envoyer quelqu'un. Ou si votre système d'alarme part, il y a peut-être un voisin qui va venir voir. Ou si votre chien commence à japper, puis il y a un bruit de vitre cassée, vous avez peut-être un voisin qui va venir voir qu'est-ce qui s'est passé. Et des mesures d'assurance, ben, moi, si je me fais voler chez nous, quand j'ai des serrures à mes portes, j'ai un système d'alarme, ben, si je me fais voler pareil, ben, en dernier recours, j'ai une assurance. Donc, mon assurance, elle va me rembourser. Donc, je ne subirai pas de perte. Je ne subirai pas de situation qui risque d'affecter ma sécurité. Puis quand on parle de la sécurité, ben, on fait ça sur 3 axes, hein, ce que je vous ai parlé tout à l'heure. Donc, la prévention, protection, punition. Je ne reviendrai pas là-dessus, on en a déjà parlé, là, de qu'est-ce que sont ces 3 axes-là. Donc, si je dis que la sécurité, c'est l'absence de risque inacceptable, bien, il faut que je définisse c'est quoi un risque. Hein? Dans le cas, on parlait tout à l'heure d'obligation de gouvernance, puis on disait que nos objectifs, c'était la divulgation, l'indépendance, les contrôles. Bien, le risque, ça va venir de l'absence de ces contrôles-là ou des contrôles qui sont inadéquats. Donc, c'est finalement, comme on dit que la sécurité, c'est l'absence de risque, bien, il faut qu'on définisse c'est quoi le risque si on veut voir s'il y a une absence. Vous êtes d'accord avec moi? OK. Le risque est défini comme la combinaison de la probabilité d'occurrence d'un dommage et de sa gravité. La possibilité qu'il se passe quelque chose, puis que ce quelque chose-là, il y ait des dommages, puis ces dommages-là, ils seraient négatifs pour moi. Il y aurait une gravité associée à ça. Donc, moi qui traverse la rue, s'il y a une auto qui s'en vient, c'est un risque, parce que si l'auto s'en vient, il y a une probabilité, ou une possibilité en tout cas, que cette auto-là me frappe, que ça va me causer des dommages, des blessures. Ces blessures-là pourraient être assez graves. Si l'auto s'en vient à 50 km/h et elle me frappe, ça pourrait faire des dommages qu'on pourrait considérer comme étant assez graves. Hein? Donc, c'est ça qu'on définit comme étant le risque. Bon, il ne nous reste pas beaucoup de temps. Je n'irai pas dans une longue discussion sur les origines du mot risque, mais rapidement, le mot risque vient du mot italien risco, en fait en italien du Moyen Âge. Et ça veut dire rocher coupant. Et un rocher coupant, il faut penser qu'au Moyen Âge, le transport se faisait par bateau. Puis un bateau, évidemment, en bois à cette époque-là. Qu'est-ce qui était le plus gros danger pour les bateaux à part les pirates? Ou comme dans Astérix, les Vikings, hein? Mais le danger pour les bateaux, c'était de frapper une roche. Puis la roche pourrait briser la coque du bateau, puis boum, il pourrait couler. Donc, ça, c'est les origines du mot. Du latin risucum, qui veut dire coupant, puis il y a un mot en arabe qui est rizq, arizet. Donc ça, c'est vraiment les origines du mot risque. Il faut comprendre que, donc, comme le transport maritime se faisait, le transport était essentiellement maritime à l'origine, le risque, c'est-à-dire le péril couru en mer ou les fameuses roches coupantes sur le bord, ben, c'est devenu éventuellement, parce que les premières polices d'assurance qui ont été créées, c'était pour assurer les bateaux. C'est comme ça que c'est devenu éventuellement le mot que nous, on utilise pour définir le danger, si vous voulez, ou la possibilité que les choses n'aillent pas comme on veut. Il faut comprendre aussi que pour les Grecs, le principe du risque, ça n'existait pas. C'est-à-dire qu'à l'époque ancienne, les choses négatives qui pouvaient nous arriver, ça ne venait pas de nous, ça venait des dieux. Hein? C'était la volonté de Dieu. La volonté des dieux. Si on veut se protéger de choses potentiellement négatives, bien, la meilleure chose qu'on avait à faire, c'est d'être bon, d'être gentil avec les dieux.
Donc, offrir, par exemple, des sacrifices, une chèvre, une vierge, peut-être, hein, qu'on offrait en sacrifice aux dieux, dans l'espoir qu'il ne nous arrive pas des choses, entre guillemets, mauvaises. Puis ça, cette approche-là, elle a quand même resté très, très, très longtemps avec nous. C'est-à-dire, on a juste à penser dans l'histoire, même relativement récente du Québec, hein, cette attitude-là que c'était pas les dieux dans ce cas-ci, mais le Dieu, qui déterminait notre futur, qui déterminait les choses qui étaient pour nous arriver. Et donc, si on était des bons chrétiens, si on agissait comme des bonnes personnes, il nous arriverait des bonnes choses. Hein? Donc, ça fait quand même pas si long. Il n'y a quand même pas si longtemps dans le passé où on avait un petit peu encore cette mentalité-là. Bon, évidemment, il y a une grande contribution à la gestion du risque qui vient des Arabes, entre autres, tout ce qui est les mathématiques, l'algèbre. Parce que quand je vous disais tout à l'heure que ma définition du risque, c'était la probabilité qu'il arrive un événement qui crée des dommages qui sont négatifs pour moi, bien, tout ce qui est probabilité, ça l'implique en gestion de risque dans une organisation, ça l'implique de faire des calculs. De faire des calculs de probabilité. Ça, bien, les probabilités, l'algèbre, ça nous vient du monde arabe, ça nous vient aussi, évidemment, de penseurs relativement récents. Au 16e siècle, donc époque où le transport se faisait encore beaucoup par voie maritime, s'est créée la première compagnie d'assurance au monde, qui est la Lloyd's de Londres. Donc en 1688, s'est créée la Lloyd's de Londres, une gang de gars dans un bar qui était pas tellement loin d'un port. Puis les gens venaient, les marins du port, les capitaines se tenaient dans ce pub-là. Et puis on demandait, ben, est-ce qu'il y a des gens qui seraient prêts en échange d'un certain montant d'argent, qui seraient prêts à nous donner une police d'assurance pour assurer nos risques. Donc, qui seraient prêts à faire un pari, un gamble, qu'on va faire le voyage qu'on veut faire, puis on va vous payer pour ça. Si jamais on se plante, si jamais on coule en chemin, ben, vous allez nous rembourser. Vous allez donc couvrir une partie de notre perte. Donc ça a commencé par une gang de gars dans un bar. L'histoire ne dit pas s'ils étaient sous ou pas. Mais le bar s'appelait le Lloyd's. Et puis c'est devenu éventuellement donc la compagnie d'assurance, la Lloyd's de Londres. Donc, parce que ça a commencé dans le domaine maritime, l'assurance, on a commencé à parler de la gestion des périls en mer. C'est là qu'est venu le lien avec le mot risque qui est resté aujourd'hui quand on parle de gestion du risque. En 1755, il y a eu un tremblement de terre à Lisbonne, au Portugal, sur lequel Voltaire a écrit un poème et auquel Jean-Jacques Rousseau a répondu en lui disant ben, que finalement, si c'était vrai que c'est les dieux qui contrôlent tout, hein, ben, pourquoi est-ce qu'il y a eu un tremblement de terre à Lisbonne? C'est des bons chrétiens, des bons catholiques à Lisbonne. Donc, si c'était vrai qu'il suffit d'être des bonnes personnes, il suffirait de construire une ville, admettons à Montréal, d'être très pieux, que tout le monde aille à la messe à tous les jours, puis il n'y aurait jamais de tremblement de terre à Montréal. Dans le fond, aujourd'hui, on peut penser et dire, ben non, voyons, ça n'a pas de bon sens. Tremblement de terre, s'il est dû pour avoir un tremblement de terre à Montréal, il va en avoir un. Hein? S'il est dû pour avoir un ouragan, s'il est dû pour avoir une tempête tropicale, ou s'il est dû pour avoir un météorite qui tombe sur la ville de Montréal, le fait qu'on soit allé à la messe tous les jours ou pas, ça ne va rien changer. Dieu punit ceux qui l'aiment. Ben oui. Mais c'est à cette époque-là, au 18e siècle, qu'il y a des gens comme Rousseau qui ont commencé à dire que c'était peut-être pas si simple que ça. Hein? Puis qu'on a vraiment... C'est là qu'il y a eu un virage épistémologique, un changement dans la façon de penser, où on a commencé à se rendre compte que peut-être que l'homme avait quelque chose à voir là-dedans, ou à tout le moins, que peut-être qu'on pouvait commencer à réfléchir à ça d'une façon un petit peu différente.
qu'il y avait des affaires qui étaient inévitables, qu'on soit des bonnes personnes ou pas, que c'était relativement évitable. Donc, commençons à étudier ça pour essayer de voir, y a-t-il des patterns, y a-t-il des choses qu'au moins qu'on pourrait peut-être mesurer, qui vont nous aider à avoir une meilleure compréhension de ce lien-là et pour être capable de peut-être prendre des décisions en connaissance de cause, donc de façon éclairée. À la même époque, évidemment, il y a eu beaucoup d'avancées au niveau des mathématiques. Hein? Déjà, Pascal, 1623, 1662, qui a découvert, il faut s'entendre, les probabilités. Je dis en guillemets parce que, en fait, il y a beaucoup de monde qui pense que ça avait déjà été découvert par les Arabes, puis que peut-être Pascal, tout ce qu'il a fait, c'est qu'elle parle de la découverte de la bibliothèque de Tolède, puis la transcription des textes arabes via le grec en français, a commencé en latin plutôt, on redécouvert des choses qui étaient déjà connues. Mais ça, on n'est pas certain. Oui? Est-ce qu'il y a une technique pour qu'on voit les mots qui sont en bleu? Ah, non. Mais je peux vous les dire. Omar Khayyam, donc, qui est un mathématicien arabe. Luca Pacioli, italien, Venise. Girolamo Cardano, Galileo Galilei. Pierre de Fermat. Donc ça, c'est tous des gens qui ont mis leur pierre, qui ont amené une brique à la maison des mathématiques, qui fait qu'éventuellement, on arrive à Pascal, Blaise Pascal, qui avait un ami qui s'appelait le Chevalier de Méré, qui était un gros gambler. Son ami, le Chevalier de Méré, qui aimait ça jouer au dé, a demandé à son chum Pascal s'il pouvait peut-être y trouver une façon qui pouvait gagner plus d'argent en jouant au dé. Pascal s'est attelé à la tâche, puis il a finalement découvert, puis je dis découvert entre guillemets, là, parce qu'on pense qu'il y avait beaucoup de choses qui avaient été faites par Omar Khayyam, puis lui c'est un arabe musulman, qui a comme redécouvert des textes anciens, mais qui a amené aussi sa contribution. Fait que ces gens-là ont amené à Pascal, qui lui a découvert le calcul des probabilités, qui a documenté ça, qui a ramené ça dans la connaissance. Le virage épistémologique de Rousseau, que Rousseau, un peu plus tard, a dit, peut-être qu'on pourrait commencer à essayer de penser, à prendre des décisions basées là-dessus, puis qu'on pourrait peut-être appliquer les travaux des gens avant. Finalement, il y a eu Bernoulli. Je m'excuse, Marc-André. Oui. Qu'est-ce que tu as dit, le virage, quoi? Épistémologique. Épistémologique. Oui, une nouvelle façon de penser. OK. Est-ce qu'on pourrait dire que c'est les pères des actuels? Oui. Ah oui, ça c'est... Oui. Oui. Définitivement. Les actuaires, c'est ce qu'ils font de la gestion de risque, ils appliquent les mathématiques. Oui. Définitivement. Donc, Jacques Bernoulli, mais en fait, il y en a deux Bernoulli. Jacques Bernoulli, ensuite Demoivre. Leibniz, Newton, Jean Bernoulli, je pense que c'était le neveu de l'autre, Nicolas Bernoulli, son cousin, Bayes, Laplace, puis Gauss, au 19e siècle. Donc, tous ces gens-là, donc on est à peu près là mettons de 1600 à 1850, tous ces gens-là ont fait avancer les mathématiques. Puis un petit peu, chacun a amené sa contribution. Puis ce qui fait qu'on s'est retrouvés au 19e siècle, à la fin du 19e siècle, avec Rousseau qui nous a fait penser que peut-être qu'on pouvait utiliser cette connaissance-là, puis au moins s'informer sur la façon dont les événements qui se passaient autour de nous, puis les mathématiques qui ont avancé à un point où on avait là, à ce moment-là, une fois que tous ces gens-là y ont passé, on avait des outils mathématiques en place qu'on pouvait être capable de penser à peut-être faire des calculs de risque. Donc, à faire le travail que font les actuaires. C'est juste depuis le 19e siècle qu'on a cette capacité-là, qu'on est venu à avoir cette capacité-là.
qu'on comprenait assez la situation, puis qu'on avait les outils mathématiques pour pouvoir être capable de le faire. Ça va jusque-là? OK. Il y a aussi, il y a d'autres côtés de l'histoire aussi, parce qu'il y a eu Oui. des guerres de religion, il y a eu des ouvertures ailleurs que le catholicisme n'avait pas, Oui. de l'éthique protestante chez les travailleurs. Oui, Il y a eu Marx, des oui, choses oui. qui se sont développées. Il y a toutes ces choses-là qui se sont développées. Là, moi, je résume 400 ans d'histoire en 3 acétates. On s'entend, là. Mais ce que je veux que vous compreniez, c'est qu'il y a un paquet d'affaires qui ont dû se passer pour qu'on puisse prendre ce virage-là. Ça s'est fini, toute cette grosse affaire-là, qu'on est passé au début de la vision des Grecs qu'on avait encore au 16e siècle, pour arriver ici à une pensée, entre guillemets, plus moderne, au 19e siècle. Hein? Puis qu'on est, finalement, avant que quelqu'un réussisse à tout mettre ça ensemble, on est, en fait, vers 1900, 1920, en fait, qu'il y a un grand penseur qui s'appelle Frank Knight, qui a tout mis ça ensemble, il a écrit un livre, le premier livre sur la gestion de risque, en 1921. Donc, c'est très, très, très récent, cette capacité-là. Comme Richard l'a dit, il y a d'autres affaires qui sont arrivées en parallèle, autant au point de vue philosophique que religieux, que même au niveau de la gestion. Tu sais, Fayol, Durkheim, Taylor avec le Taylorisme, c'est toutes des choses qui sont arrivées là, au tout début du 20e siècle, où on a commencé à mettre en place, avec Ford, des façons de gérer, structurer, organiser, hein, Sloan à GM. Donc on est vraiment là au début du 20e siècle, où on commence à gérer les business comme des business, comme des grandes entreprises. Avant ça, c'était, entre guillemets, la gestion, c'était plutôt de l'artisanat. C'est devenu, avec ces gens-là, puis finalement Drucker, c'est devenu la science de la gestion. Et la gestion comme une science existe depuis à peu près là, la Deuxième Guerre mondiale. Un peu la première, beaucoup la deuxième, où on a, par exemple, tout ce qui est la gestion de projet de façon structurée, ça a été créé durant la Deuxième Guerre mondiale. Puis là, ben, à cette époque-là, donc on avait eu l'avance des mathématiques, on avait eu les changements dans les façons de penser, on avait eu l'idée de commencer à gérer les organisations scientifiquement, puis en même temps, à la Deuxième Guerre mondiale, ben là, on a eu l'apparition des ordinateurs. Hein? Donc, non seulement on avait les outils mathématiques, mais en plus, on avait les outils de calcul qui nous permettaient d'imaginer des modèles, de donner des modèles, des outils qui nous permettaient d'avoir une compréhension systématique sur des phénomènes complexes. Donc, tout ça, c'est des choses qui sont récentes. Dans l'histoire de l'humanité, on est dans les derniers 60 ans. Sur mettons, un homme, M. Pajot, si vous vous souvenez, nous parlait de l'Homo sapiens, on parle de 3 millions d'années. Hein? Donc, sur les 3 millions d'années d'hommes intelligents, entre guillemets, j'utilise intelligent, l'invention de l'écriture, c'était quoi, il y a 5000 ans, 7000 ans, mettons? Puis que là, tout récemment, dans les 60 dernières années, on avait les outils en place pour commencer à faire de la gestion scientifique. Puis les outils de calcul pour être en mesure de faire de la gestion de risque. Je reviens au deuxième paragraphe. Oui, excuse-moi. Ah, là, je suis allé au début un petit peu. Je vais sauter, là. Le deuxième paragraphe, ça parlait d'incertitude. Oui, autrement dit, tout ce qu'on n'est pas capable de calculer. Quand on parle de risque, OK, je vous disais tout à l'heure, la probabilité d'un événement de dommage auquel il y a une gravité. Donc, la probabilité qu'il arrive quelque chose de négatif. Donc, le risque réfère à des situations par lesquelles le décideur assigne des probabilités mathématiques aux événements aléatoires. Deuxième, c'est quand on n'est pas capable de calculer. Une probabilité, même de façon subjective, quand tu ne peux même pas t'imaginer une probabilité, ça, c'est de l'incertitude. L'incertitude, ce n'est pas la même affaire que le risque.
Donc, si, mettons, je me faisais comme un graphique, là, OK? C'est correct si je le fais en bas ici, il faut utiliser une autre feuille. Puis je mets à un bout la certitude. Je suis sûr que quelque chose va arriver. C'est sûr que ça va arriver. Ça, là, c'est une probabilité qui est égale à 1. 100% des chances que quelque chose arrive. OK? À l'autre bout, je mettrais l'incertitude. Donc, puis juste avant, je mets que ça n'arrivera pas. Si ça n'arrive pas, la probabilité est égale à 0. C'est impossible qu'une affaire arrive, ça égale à 0. Mais l'incertitude, c'est pas que ça n'arrivera pas. J'ai aucune idée. Puis je suis même pas capable de m'imaginer si. Fait qu'en fait, si tu veux, c'est comme si c'était une valeur potentiellement infinie. Ou en tout cas inévaluable. Inconnu. Ben, inconnu, mais que je peux même pas m'imaginer. C'est ça, inconnu. Comme par exemple, si je veux faire de la gestion de risque, OK? Puis je me dis, je voudrais évaluer le risque qu'il y ait un feu dans le PEC. Bon, c'est sûr que c'est loin d'être sûr que ça va arriver. Donc, c'est sûr qu'on n'est pas dans la certitude. Mais est-ce que je peux dire que ça n'arrivera jamais? Non plus. Est-ce que je peux m'imaginer une façon, m'imaginer de la probabilité que ça arrive? Ben oui. Je pourrais, par exemple, regarder dans les 100 dernières années tous les feux qu'il y a eu dans Hochelaga Maisonneuve, dans des immeubles similaires à celui-ci, par exemple des écoles, des choses comme ça. Puis si je peux me rendre compte, admettons que dans les 100 dernières années, il y a eu 10 feux dans des immeubles comme ici, soit causés par du vandalisme, de l'incendie criminel, des fils qui se touchent, des choses comme ça. Ben, je pourrais dire que la probabilité que ça arrive, c'est 10 fois en 100 ans. Donc 10 %. Donc, tu as une probabilité. Je peux m'imaginer. Il y a moyen d'imaginer quelque chose. Admettons que je voudrais faire un autre exemple. Je voudrais, est-ce que je peux m'imaginer la probabilité qu'il y ait un astéroïde qui tombe sur le PEC? Mais, Qui tombe sur le PEC. Ça se calcule. Mais ça se calcule, mais c'est drôlement, les probabilités, là, c'est 0, Moins 0, 0, 0, 0, moins 0, 0. Ah, 10 c'est 0,01. On est d'accord? Mais 0,0, 0, 0, 0, 0, 0. On va mettre une puissance négative. 10. Mettons 10 à la moins 10, quelque chose comme ça. Et il y a un moment donné où il y a tellement de zéros que je décide, là c'est une décision que je vais faire, que je décide que là je mets la barre là. Ça devient de l'incertitude. Donc nous, quand on parle de faire de la gestion de risque, on se met une barre en quelque part où on dit que le mois à 6,0, là j'arrête. Puis tout ce qui est en bas de 6,0, moi je mets ça dans l'incertitude. C'est plus les probabilités. Pardon? On n'est plus dans les probabilités. Non, on n'est plus dans les probabilités, c'est tellement infime. On ne peut pas dire que c'est absolument impossible. Il y a de l'inconnu aussi. Il y a de l'inconnu. Je ne connais pas à long terme l'impact d'une molécule synthétique sur l'organisme humain. Ben c'est ça. Là, je suis dans l'incertitude. Je ne la connais pas. Ben, c'est ça. Expérimentalement, je peux pas. Mais c'est là que... Mais quand j'arrive là, juste une seconde, quand j'arrive là, c'est là que rentre en ligne de compte le principe de précaution. OK? Parce qu'il y a un moment donné où je suis dans l'incertitude absolue, je ne suis plus dans la gestion de risque, mais je ne peux pas dire non plus que c'est absolument impossible, puis je dois prendre une décision. Le principe de précaution ou de prudence nous dit que dans le doute, on devrait toujours errer vers la prudence. Donc, si par exemple on disait que le fait de manger des OGM, l'impact sur la santé des OGM, on est incapable de donner une probabilité que ça a des impacts négatifs sur l'homme. Donc, est-ce qu'on devrait permettre les OGM?
Et si on appliquait le principe de prudence, on dirait non. Parce qu'on est dans l'incertitude, on ne sait pas. Il faudrait qu'on ait assez d'informations, soit de faire des études scientifiques ou autres, des essais cliniques, pour diminuer l'incertitude, pour être capable d'évaluer d'assigner une probabilité, parce que sinon, le principe de prudence nous dit qu'on devrait nécessairement dire non. C'est là que l'éthique devient élastique. C'est là que l'éthique peut être élastique pour certains. Tu as des gens qui sont plus, entre guillemets, éthiques, hein, qui vont dire, ben, moi j'applique le principe de prudence de façon absolue. Donc si on ne sait pas, ben, ça va être non, tant qu'on n'aura pas assez d'informations pour être capable de prendre une décision. L'exemple, je suis capable du contraire. Je suis capable du contraire. Pensez par exemple à j'écoutais ce matin un reportage, là, il parlait de comment ça s'appelle, la thalidomide, un médicament qu'ils ont donné aux femmes enceintes là, dans les années 60, qui fait qu'il y a eu des enfants qui sont nés handicapés. Hein? Bien, si on avait appliqué le principe de prudence, tant qu'on n'avait pas de connaissances suffisantes, on n'aurait pas dû donner ce produit-là à des femmes enceintes. Pensez à l'utilisation de la DDT. Vous avez lu le livre Le Monde selon Monsanto, par exemple. Et si on avait appliqué le principe de prudence chez Monsanto, on n'aurait pas commencé à produire du DDT tant qu'on n'était pas sûr des impacts potentiels. Mais tant qu'on n'est pas sûr des impacts, on est dans l'incertitude. On appelle ça la prudence. Le Vioxx, c'est un autre exemple. Il y a plein d'exemples où on n'a pas appliqué là, le principe de prudence. Il y en a bien plus que je connais qui ne l'ont pas appliqué. Ah ben oui, c'est sûr. C'est là que l'éthique devient élastique, parce que c'est payant. Oui. C'est ça? Oui. C'est payant à l'entreprise. Oui. On oublie L'éthique, dit s'il n'y a pas de probabilité. mais je suis 100% d'accord avec vous autres que l'éthique, c'est élastique. Ça, c'est clair. Puis c'est pour ça qu'on en parle, puis c'est pour ça qu'il faut en parler. Autrement Oui, dit, s'il n'y a pas de probabilité mathématique, il faut appliquer le principe de prudence. Exactement. OK. C'est ce qu'on devrait faire. Mais on peut dire qu'on oublie l'éthique quand il y a du profit à faire. On peut dire que, puis le monsieur qui va venir nous parler des compagnies en Afrique va sûrement parler de ça, que quand il y a du profit à faire, de temps en temps, on est plus flexible sur l'éthique. Hein? Alors, c'est pas juste de la flexibilité, on se sacre ça dehors. Puis, je veux dire, on prend l'exemple corporatif, mais il y a plein d'exemples qu'on pourrait prendre dans la vie de tous les jours. Des gens qui vont conduire après avoir pris un coup. Des gens qui vont dépasser les limites de vitesse. Des gens qui vont consommer des drogues. C'est plein d'exemples de gens qui mettent leur plaisir ou leur bénéfice en avant du gros bon sens ou des règles d'éthique. Tu sais, en quelque part, c'est une question de droit de l'homme. C'est-à-dire que si moi, là, je conduis en état d'ébriété, je pourrais tuer quelqu'un. Donc, je brime les droits de cette personne-là que je tue. Ça devient une question de valeur. Donc, ça devient une question d'éthique, conduire en état d'ébriété. Oui, c'est une question, c'est un problème de société. Oui, c'est un problème de loi, parce qu'il existe une loi. Mais dans le fond, la loi, ce qu'elle vient, c'est encadrer ce principe-là. Donc, le respect de l'autre, le respect de l'autre. Il y a plein d'exemples là, de ça. À l'époque où la loi n'était pas là, il y a des gens qui décidaient de ne pas conduire en état d'ébriété. Certainement. Pourquoi? Parce qu'éthiquement, pour Il y avait du bon sens. Exactement. Parce qu'éthiquement, pour eux autres, il y avait une question de valeur, qu'appelons-le chrétienne ou autre, qui faisait qu'ils prenaient cette décision-là. Ça vient dire un petit peu aussi que les lois qu'on a, c'est parce qu'il y a eu de l'abus en quelque part. Oui. Oui. C'est toujours ça qui amène. Ben oui, dans le fond, si on était tous Adam et Ève au paradis, il n'y aurait pas aucune loi. Je suis allée au casino dans le temps des fêtes. Il y en avait deux. Le gouvernement a sorti. Ouais, mange pas la pomme. Le gouvernement a sorti un crayon. Bon, il nous passait des crayons, des gros crayons. Hein? Oui, il prenait ça. Puis là, il y avait de la publicité sur le crayon. Oui. Qu'il y avait des machines maintenant à 1 sou. Au casino. Au casino. Fait que qu'est-ce que c'est que tu vas chercher avec des choses à 1 sou? La classe pauvre. Ça, c'est clair. Puis ils sont là qui parlent à payer. Moi, là, Oui. Oui, mais tu peux faire beaucoup aux scènes. La seule chose que je voudrais, sur laquelle je voudrais finir,
La seule chose, parce qu'il nous reste moins que 5 minutes, la seule chose que je voudrais finir en vous parlant du risque, c'est vous mentionner que le risque, c'est subjectif. Oui. Hein? Quand on parle de risque, on parle de dommages, de gravité, mais ça, c'est très subjectif, ça. C'est-à-dire que ça varie d'une personne à l'autre. Selon tout un ensemble d'éléments, mais qui peuvent inclure l'éducation, La conscience de chacun. la conscience, la culture, le niveau social de la personne. C'est tous des facteurs qui vont avoir un impact. Donc, on est dans le domaine culturel, si vous voulez, au sens large. Par exemple, quelque chose qui peut être acceptable dans une société peut ne pas l'être dans une autre. Pensez à l'usage de la cigarette, par exemple. Un fumeur versus un non-fumeur. Le risque est le même pour tout le monde, mais le fumeur, il ne perçoit pas le risque de fumer comme étant aussi grand que le non-fumeur ou que l'ex-fumeur fasciste qui interdisait à tout le monde de fumer à 50 mètres de lui. Hein? Donc, il y a une question de perception du risque. Donc, ça, c'est une notion là, qui est extrêmement subjective. Il y a eu plein d'études là, sur ça, entre autres, Kahneman et Tversky, prix Nobel de 2002, qui ont essentiellement classé tous les gens dans deux catégories. Il y a des gens qui sont ce qu'on appelle des risk seekers, donc des gens qui ont une propension au risque, des gens qui vont prendre plus de risques. Et puis il y a une autre catégorie de gens qui sont risk averse, donc ils vont éviter le risque. Pensez quelqu'un qui est un risk seeker, quelqu'un qui va prendre des risques, ben, quelqu'un qui va aller au casino, versus quelqu'un qui n'est jamais allé. Moi, je ne suis jamais allé dans ma vie, je ne suis jamais allé au casino. Toi non plus. Moi, j'y vais. Non. Mais c'est correct. Pas de temps en temps. Ben, c'est tu sais, pas. moi, j'ai grandi, là, sur les genoux de mon grand-père, puis je vais au bloc. Ben, Oui, moi aussi, t'aimais mes ça, parents c'est jouent aux la cartes bataille, ou là. à poule, mais. J'ai une anecdote, j'ai été dans un casino à Colombie, où à l'extérieur, j'ai pas vu un Asiatique pendant un mois de temps à peu près. Oui. Quand je suis rentré au casino, j'en ai vu plein. Oui. Ah, oui, Parce c'est que vrai. culturellement. Mais pour à eux autres- l'extérieur, Ouais. j'en avais pas vu. Pas Ouais. du tout. Ils étaient tous au casino. Il était tout dans C'est spécial. Ouais. Au casino de Montréal, À la c'est ça. fin. Ah oui, au casino de Montréal, c'est Casino, juste c'est ça. ça, Montréal, c'est ça. Il y en a, Montréal, c'est ça. Donc, on va juste finir avec cette dernière acétate-là. Ça va être notre dernière pour aujourd'hui. Donc, le risque, c'est une discontinuité, une dysfonction. Donc, quelque chose qui va se passer qui est différent de ce qu'on s'attendait. La conséquence d'un aléa, ça finit à ici, là, ISO, ça fait partie de la définition. La conséquence d'une chose négative. C'est fonction de l'utilité attendue. Donc, la valeur qu'on donne à quelque chose. Plus la valeur qu'on perçoit est grande, plus le risque va être grand. Mais on ne définit pas en argent, mais en fonction de ce qu'on appelle l'utilité attendue. Donc, la valeur qu'on donne à quelque chose, ce n'est pas juste de l'argent. Hein? Par exemple, si je prends ma blonde, Hélène, pour moi, Hélène, il y a une grande valeur attendue. Il y a une grande utilité attendue d'Hélène. Ça ne mesure pas en argent. Oh, il est Oh, tu parles d'un gars. toi. La différence entre ce qui était attendu et la réalité, c'est mesurable avec la probabilité, on l'a déjà dit. Souvent par une formule, on a une formule simplifiée qui est très loin de ce qu'utilisent les actionnaires, mais qui en simplifié représente ça. Donc la probabilité d'un événement est multipliée par les conséquences. Et c'est subjectif et perçu. Donc ça varie. Deux personnes qui regardent une même situation vont voir un risque différent. Discontinuité, c'est quoi? Discontinuité, ça veut dire si moi, par exemple, je sais pas, moi, je produis des manettes d'ordinateur, puis je veux en produire pendant un an des manettes d'ordinateur, puis à un moment donné, ma ligne de production elle arrête de fonctionner, c'est-à-dire qu'il y a une discontinuité dans la production. Ça, c'est un risque. Un bris, ça serait plus une dysfonction. Ah, OK. ouais, ouais. Ça n'arrive pas toujours. Ça n'arrive pas toujours. On Ça espère arrive que ça pas. n'arrivera Non, c'est pas. pas, Non. Donc, on arrête là pour aujourd'hui parce qu'il est exactement 4 heures.